Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Champ visuel, collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Camilo Suarez, L'espace immatériel dans le cinéma de Jia Zhangke. Une politique du regard, 2020. Michel Estève, Théo Angelopoulos ou la poésie du cinéma politique, 2020. Jean-Claude Chirolet, Photographie et fractalité. Photologie fractale, 2020. Johan Guglielmetti, L'indépendance de la musique de film, 2020. Joachim Daniel Dupuis, Saul Bass, Cinéma et écologie, des fourmis et des hommes, 2020. Toufik Elkhouri, Aliénation et déterminisme dans le film noir classique, 1944 à 1949, 2020. Pascal Noblet, Les guerres de Jean-Luc Godard, 2020. Maxime Schinfeigel, En cinéma des figures de l'autre, 2020. Johan Guglielmetti, Musique et cinéma, L'Union libre, 2020. Dez Ramos, Nelson Pereira dos Santos et l'invention d'un cinéma national, 2019. Louise Albert Serrut dire, Le cinéma de Jean-Luc Godard et la philosophie, 2019. Delphine Chedaleux et Mélisande Leventopoulos, dire, Cinéphilie plurielle dans la France des années 1940 à 1950, 2019. Joseph Korkmaz, Présence du cinéma libanais, 2019. Anna Vera, Le cinéma portugais, Histoire, culture et société 1963-2015-2019. À mes soleils et mes lunes. De tout il resta trois choses. La certitude que tout était en train de commencer, la certitude qu'il fallait continuer, la certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute, un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve, un pont, de la recherche, une rencontre. Fernando Sabino, poète brésilien. PREFACE, une rencontre. Santiago du Chili. Mardi 1er juin 2010. 21h. Centre culturel Matucana 100. Transpercé par les fulgurances poétiques, cosmiques, désertiques, je suis abasourdi. En cette douce soirée d'hiver santiaguino, c'était la première projection chilienne de Nostalgia de la Luz, Nostalgie de la lumière. Quelle expérience! Arrivé depuis quelques mois dans la vie quotidienne de cette capitale grouillante, mécanique mais aussi intensément humaine et attachante, j'arpentais alors 1000 découvertes. La vie au bout du monde, une langue de laquelle je n'étais pas familier, des codes et cultures qui font le sel du voyage. Et puis, l'histoire du Chili. Je n'en connaissais par bribes déjà côtoyé mais pas rencontré, qu'une infime partie de l'unité populaire. Et Pinochet. Une sorte d'archétype du dictateur. Mais dictature n'était alors qu'un terme flou, plus prompt à incarner les folies des hommes qu'un quelconque sens du détail de ce qu'implique une société sous dictature. Et puis, cette projection de Nostalgia de la Luz. Ce soir-là, je découvre le cinéma de Patricio Guzmán, en même temps qu'un crépitement de sensations qui résonne au fond de mon âme. La recherche d'identité, de racines, le besoin irrépressible de nourrir mémoire et espoir. La sensibilité, le courage pour mettre des mots sur les douleurs. La beauté envoûtante du désert d'Atacama, l'extraordinaire enchantement de ses ciels. Je redécouvre alors le cinéma. Des portes s'ouvrent, mon arbre des possibles accueille de nouveaux chemins. Il y a quelque chose de viscéral dans la symphonie audiovisuelle, qui vient de se dérouler sous mes yeux. L'émotion se marie avec le désir de lutter. D'embrasser les combats de ces femmes qui recherchent, dans le gigantesque désert, les restes de leurs disparus. Par la force de l'art, la dignité humaine, l'obstination à se battre contre l'oubli, contre les vents du silence, deviennent essentielles. Et ce, au creux même d'un film à l'esthétique splendide, qui fait honneur à la beauté stratosphérique du patrimoine naturel chilien.
Je ne le savais pas encore, mais cette séance du cinéma au Centre culturel Matukana 100 allait changer le cours de mon existence. Fasciné, hypnotisé par cette rencontre avec une création qui me semblait être une clé pour saisir la complexité, l'austérité mais aussi l'énergie sans cesse renouvelée qui colore l'existence, j'ose alors empoigner les ressources qui me permettront d'en savoir plus. Sur le cinéma de Patricio Guzmán, sur l'histoire du Chili. Sur les rapports entre nature et humanité, dont les poétiques sont inouïes en Amérique latine. Je plonge dans un nouveau monde. Et je plonge aussi en moi-même. Le cinéma de Patricio Guzmán a bouleversé mes rapports au monde. Il m'a permis de saisir les subtilités du temps, des souvenirs, des mémoires. Il m'a donné le goût de la nuance, de l'écoute, de la patience. Son art a dessiné des vibrations auxquelles je suis sensible. Cet écrin poétique, combatif a participé à ma construction d'être attentif aux pulsations du monde. À l'édifice de ma citoyenneté. Ce livre est le fruit de plusieurs années de recherche sur la vie et la filmographie de l'artiste chilien. Ce fut un cadeau d'ouvrir la possibilité d'une île de connaissances sur son itinéraire. Car mieux comprendre la trajectoire de Patricio Guzmán, c'est voyager. Par les mots, les images, les sons. Mais aussi physiquement. Explorer la vie d'un autre, c'est vivre plus intensément soi-même. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir la vie et l'œuvre du documentariste chilien que ce que j'ai pris plaisir à construire patiemment, abondamment, passionnément cet essai biographique. L'invitation au voyage incite à monter les étages du mouvement. De la connaissance. Que cette aventure soit belle, douce, foisonnante et inspirée. Marseille, le 18 septembre 2020. Julien Joly. La biographie rassemble les grains de l'existence. C'est la littérature et le cinéma qui m'ont fait fuir ma vie et connaître la vie, qui m'ont emporté dans l'imaginaire et aidé à connaître le réel, et qui m'ont révélé mes vérités dormantes. Littérature, cinéma, musique sont des forces d'enchantement sans cesse renouvelées, véritables oxygènes de l'âme nécessaires à la vie. On n'est pas sérieux quand on a presque 80 ans. Alors que le monde vit au rythme des déflagrations sanitaires, climatiques, socio-économiques, identitaires d'une année 2020 délicate, Patricio Guzmán s'invite à la table des tremblements de la société chilienne, qui s'apprête à voter pour un référendum particulier. La question centrale sera: voulez-vous changer la Constitution ? Cette Constitution héritée de la dictature militaire dirigée par Augusto Pinochet est un symbole puissant de ce passé dramatique, traumatique, qui ne passe pas encore au Chili. Et Patricio Guzmán, dont la filmographie est également éminemment symbolique de l'histoire chilienne contemporaine, va repartir à l'aventure. Immortaliser le présent, les pesanteurs, les silences et les ombres du passé, c'est depuis des décennies l'essence de sa démarche d'artiste. La raison d'être de ses engagements d'homme et de citoyen. Ce livre propose d'arpenter intensément avec nuance et subtilité la vie de Patricio Guzmán. En osant espérer que cette biographie illustre au mieux la puissance d'une existence dense, rythmée de joie, de drame, de fulgurance, de rencontres, d'inspiration et de passion où le cinéma est au cœur du monde. Une existence singulière, miroir de son temps. Artiste chilien spécialisé dans l'art du cinéma documentaire, Patricio Guzmán naît à l'orée des années 1940 et traverse XXe et début du XXIe siècle en proposant une œuvre filmique centrée sur les tremblements historiques de son pays. En effet, artiste protagoniste des 1000 jours de l'unité populaire, septembre 1970 au septembre 1973, il participe à un projet révolutionnaire respectant les normes démocratiques mené par Salvador Allende. La chute de cette époque, symbolisée par l'arrivée au pouvoir d'une junte militaire où s'affirme rapidement la figure d'Augusto Pinochet, devient un traumatisme que le cinéaste va travailler à retranscrire. À incarner. À documenter. À interpeller. Ce depuis presque 50 ans. Patricio Guzmán, porté par une créativité nourrie des interactions mouvantes entre art et histoire au sein de son pays natal mais aussi à l'échelle internationale, ouvre des perspectives de connaissances originales. En effet, sa vie et ses œuvres regorgent des multiples liens qui régissent la relation entre cinéma et histoire, elle-même au cœur de ce livre.
Plonger dans l'existence du cinéaste, c'est découvrir le Chili, ses dynamiques, ses palpitations, ses tensions, ses beautés, ses cris, ses silences, ses absurdités, ses magnifiques incertitudes. C'est aussi questionner les formes, les temps, les partages des engagements, des luttes pour faire du monde un théâtre plus serein, plus apaisé, plus informé sur l'histoire de l'humanité. S'immerger dans l'existence du documentariste, c'est également tenter de saisir quelques subtilités de la notion d'exil. Ce sont des mémoires, des ressentis par rapport au passé, des bouleversements, des tourments à domestiquer grâce aux vertus de l'art. Goûter à la vie de Patricio Guzmán, c'est encore admirer l'omniprésence obstinée du désir de dévoiler par les pouvoirs du cinéma, les ombres, les non-dits, les interstices et marges poétiques d'une société traumatisée par les violences infligées pour briser les rêves. Ainsi, la biographie que propose cet ouvrage est tout entière dédiée à défendre la pertinence de la connaissance des trajectoires individuelles, pour ouvrir de nouvelles portes de connaissance à l'histoire. Tout en nuances, en variations. En effet, l'itinéraire individuel a vocation à mettre en lumière des dynamiques, des logiques plus vastes, en plaçant le curseur analytique à hauteur d'homme. Par son existence et ses choix, il révèle des normes, des contestations liées aux mécanismes généraux qui nourrissent le présent. Une trajectoire individuelle révèle la multiplicité des appartenances à des communautés, des groupes sociaux, etc. Cela donne un relief inédit au savoir, aux inerties intellectuelles, en interrogeant les notions de majorité, de marge, de réseau, d'identité. Dans le cas de l'étude biographique d'un artiste, ses œuvres sont des objets de recherche, de réflexion stimulante. Elles dévoilent un rapport au monde, aux autres, au temps donc à l'histoire. Traverser la vie d'un seul être révèle des époques, des tendances, des moments vécus, ressentis par les communautés humaines selon certaines normes symboliques, culturelles, sociales et donc artistiques. L'écriture biographique, qui correspond à la fois à un moment historique et à une modalité d'approche toujours actuelle du genre, consiste à décentrer l'intérêt porté sur la singularité du parcours retracé pour l'envisager comme représentatif d'une perspective plus large. L'individu n'a alors de valeur qu'en tant qu'il illustre le collectif. Le singulier devient une entrée dans le général, révélant au lecteur le comportement moyen de catégories sociales d'un moment. Interroger le singulier, c'est aussi interroger des récits traditionnels, avec le désir modeste mais assuré de participer à un renouvellement même minime des certitudes que l'on a sur l'histoire. La biographie, malgré les multiples obstacles et ornières qui s'ouvrent au-devant de son ambition, permet de penser ce que Sartre qualifie par un oxymore, celui de l'universel singulier, utilisé à propos de sa biographie de Flaubert. Biographie expérimentale pour médiateur transnational. Une notion théorique est au centre du parcours du cinéaste chilien, autant qu'au cœur de l'époque envisagée, le transnational. Patricio Guzmán, avec un itinéraire marqué par une mobilité géographique ainsi qu'une activité dense au sein d'un art où existent des réseaux dépassant les traditionnelles barrières nationales, incarne l'échelle transnationale. Il en est un acteur d'envergure dans les dernières décennies du XXe siècle, au même titre que de nombreux artistes, de Pablo Picasso à Chris Marker, en passant par Charlie Chaplin, Milan Kundera ou encore Julio Cortázar, la liste de celles et ceux qui, par leurs activités et engagements artistiques, ont dépassé les frontières de leur propre terre natale est dense. La notion du transnational évoque un objet de recherche qui appartient à plusieurs nations, avec de multiples formes et incarnations possibles. Son émergence met en relief des questionnements par rapport à la toute-puissance de l'échelle nationale. La notion transnationale est fille du XXe siècle globalisé. Pour explorer les reliefs multiples concentrés dans la vie de Patricio Guzmán, j'ai construit une démarche inédite. En effet, c'est le premier travail sur le cinéaste allant dans la direction d'une analyse globale mêlant différentes disciplines et des approches diverses. Cette pratique induit une multitude d'échelles d'analyse et d'outils à mobiliser, avec le désir obstiné de saisir l'ampleur des différents chapitres de l'existence du documentariste. Pluridisciplinarité, interdisciplinarité, ou encore transdisciplinarité, ces termes expriment un nouveau paradigme qui traverse les horizons scientifiques depuis le dernier quart du XXe siècle. La finalité ultime serait de décloisonner les épaisses frontières disciplinaires, de dépoussiérer les traditions du savoir. Le croisement, l'union,
La solidarité disciplinaire aurait vertu à permettre de mieux comprendre les subtilités, les temps, les rythmes, les dimensions des sujets étudiés. Dans le cas de la biographie d'un cinéaste, embrasser l'ensemble des expériences, des étapes qui nourrissent la création est d'une nécessité absolue. L'essence de cette orientation est contenue dans les mots de Marcel Proust, cités par Edgar Morin. Un vrai voyage de découverte n'est pas de chercher de nouvelles terres, mais d'avoir un œil nouveau. Au-delà de la bibliographie gargantuesque mobilisée par ce travail, le spectre des sources qui ont inspiré cette biographie est très large. C'est le fruit de nombreuses années de recherche. Entre Chili, France et Espagne. J'ai réalisé de nombreux entretiens entre 2012 et 2017, Patricio Guzmán lui-même, plusieurs fois, à son domicile parisien, ses collaborateurs Jacques Bidou et Nicolas Lasnibat, ainsi qu'Élise Pestre. En Espagne, je suis allée à la rencontre d'Andrea Guzmán, fille aînée du documentariste. À Santiago, j'ai passé des heures à échanger, discuter, questionner certains collaborateurs du cinéaste, Pedro Chasquel, Douglas Hübner, Guillermo Kahn, des confrères, Andrés Wood et Gloria Lazo, son ancienne compagne, ainsi que des acteurs de la vie culturelle et pédagogique du Chili post-dictature. Ricardo Brodsky, mais aussi la professeure d'histoire Marina Donoso. J'ai également pu compter sur les témoignages écrits de José Bartolomé, ancien camarade d'école de cinéma à Madrid, et du Suédois Erik Edelstam, fils de l'ambassadeur suédois au Chili en 1973. De plus, j'ai consulté au Chili presse et revues spécialisées sur les arts, entre les années 1960 et 2010, pour saisir l'ampleur des réceptions populaires et critiques des œuvres de Guzmán dans son propre pays. Mes contacts avec les réseaux universitaires ont permis de se procurer 3 des premiers courts-métrages réalisés par le cinéaste, grâce à l'aimable collaboration de l'Université catholique du Chili. Précisons aussi la relation forgée avec l'organisation du FIDOCS, le festival de documentaires créé par Patricio Guzmán, pour obtenir informations et conseils sur ce projet biographique. En Espagne, c'est principalement pour mieux connaître l'expérience étudiante du futur réalisateur que je me suis rendue à Madrid, plus précisément à la Filmothèque espagnole. Enfin, en France, il fut possible de mobiliser une ample collection d'archives au sein de la Cinémathèque française. C'est donc une synergie de ressources variées, autant en termes de support que de provenance géographique, qui construit la saveur de cet ouvrage. L'ambition est de proposer des clés de lecture, des approches et sensibilités pour découvrir avec justesse, compréhension et humanité les grandes étapes de la vie artistique et personnelle. Chez le cinéaste, les deux sont confondent, de Patricio Guzmán. C'est un voyage littéraire, chronologique et complexe, qui arpente la vie d'un homme, jouant entre les mélodies d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Avec l'espoir de livrer quelques débuts de réponse à la question essentielle, cruciale et pleine de bon sens que posait Pierre Bourdieu. Qui songerait à évoquer un voyage, sans avoir une idée du paysage dans lequel il s'accomplit? Les racines d'un artiste, 1941-1970. Pour saisir ce que j'appelle l'adolescence artistique du documentariste chilien, il convient de mettre en perspective le parcours de l'individu au sein de dynamiques plus globales, transnationales, qui rythment son quotidien et influent sur ses goûts, ses choix, ses expériences et manières de dessiner le monde. Pour mieux appréhender la complexité des décennies entourant le milieu du XXe siècle. Des mondes en mouvement, nouvelles aspirations d'après-guerre. Le Chili n'est en rien isolé des grands bouleversements du monde, notamment après la crise économique majeure de 1929. Le futur cinéaste naît en 1941. Son enfance, son adolescence sont associées à la fin des années 1940 et surtout, aux années 1950. Une période chronologique marquée par des reconfigurations dans les équilibres internationaux, qui influent sur les configurations nationales à tous les niveaux, politiques, économiques, sociaux, culturels, etc. La guerre froide et ses répercussions latino-américaines. Le second conflit mondial confirme le déclin des puissances européennes traditionnelles, ainsi que l'affirmation des deux superpuissances irréconciliables, qui portent la responsabilité de la victoire face à l'Allemagne nazie, les États-Unis et l'Union soviétique. Les antagonismes immenses entre les deux modèles de civilisation,
ainsi que leurs velléités expansionnistes ou impérialistes, provoquent un conflit global où les idéologies, les zones d'influence et de pouvoir effectif dominent majoritairement la violence des conflits armés. Cela provoque des réticences et nourrit des velléités sociopolitiques inédites, tournées vers d'autres temporalités, d'autres dimensions. Parmi elles, les plus notables sont le national, vague de mouvements d'indépendance qui traversent le monde, notamment en Afrique et en Asie, mais aussi le continental, exemple de la constitution progressive d'une Union des États européens, mais également la création de l'Organisation des États américains sous l'impulsion des États-Unis. Avec une stratégie, lutter contre la menace du modèle soviétique sur le continent. De son côté, la dialectique marxiste du monde parfait, sans classe, a le bénéfice de sa jeunesse ainsi que de la radicalité de ses propositions, là où le modèle démocratique capitaliste garantit des libertés grâce auxquelles l'individu peut se réaliser, solidement respecté par ses compatriotes. Au moment où le monde se complexifie, où les dynamiques encourageant des changements se développent, nombre de sociétés vivent des processus, au moins au niveau intellectuel, de recherche de modèles permettant plus de justice sociale, d'indépendance menant au progrès, de développement. Dans ce cadre, l'Union soviétique, présentée comme le modèle garantissant la paix, obtient des échos certains, la Chine maoïste également renforçant la puissance idéologique du bloc marxiste. L'heure est à la prise de conscience, et en Amérique latine, théâtre de la révolution permanente, les débats fusent, dès le début des années 1950, par rapport à l'inertie traditionnelle dont est empreint le continent. La situation latino-américaine, historiquement liée au joug du voisin du Nord sur le plan économique, entraîne des attraits pour d'autres formes de modèles sociétaux, marqués par une liberté d'autonomie plus grande par rapport au poids du capitalisme nord-américain. De nouvelles aspirations commencent à germer, bousculant les pratiques traditionnelles du pouvoir, caractérisées par des élites conservatrices suivant les grandes lignes imposées par le capitalisme international. Celui-là même qui, par sa nature et ses logiques, rejoignait les intérêts des classes dominantes, peu intéressées par les questions sociales et les doléances venant des marges du corps social. Chasse gardée des États-Unis, l'Amérique latine était également, contre toute attente, une source d'expérimentation politique qui critiquait de manière plus ou moins prononcée le modèle établi. Exemple de Perón en Argentine, ou encore de Getúlio Vargas au Brésil avec l'Estado Novo. Malgré tout, le panorama continental paraît lié par la force de l'histoire immédiate à l'emprise du voisin nord-américain, alors que grandit un certain Patricio Guzmán. L'inertie dynamique du Chili de Patricio Guzmán. Les années 1950 et le début des années 1960 représentent une période de fin de cycle, pour une certaine conception de la société chilienne, fondée sur la notion d'état de compromis. En effet, c'est le début d'un syncrétisme entre les élites politiques traditionnelles et les classes moyennes, en pleine croissance grâce à la montée en puissance de la redistribution étatique. Notons également le rôle des femmes dans l'élargissement des catégories sociales qui s'insèrent avec force dans le jeu politique, après l'adoption du droit de vote féminin en 1949. Ces nouveaux horizons citoyens ont pour conséquence toute une série de dynamiques, tant au niveau démocratisation, intérêt pour les décisions prises par l'État, que culturel, exemple du théâtre, sous l'impulsion universitaire. La diffusion, le partage d'écrits, d'idées venues de tous horizons s'intensifie, complexifiant le panorama intellectuel et symbolique chilien. Autre support culturel central, la radio, moteur d'intégration et de diffusion de valeurs, de débat. Elle est un ciment culturel commun, pour les élites, les classes moyennes mais aussi les populations alors en marge de la société chilienne. Dans le même temps, les rapports de force avec les États-Unis, liés aux équilibres de la guerre froide, ont pour effet de bouleverser le panorama politique. Rupture des liens avec l'URSS, interdiction du Parti communiste chilien, augmentation de la dépendance économique aux États-Unis. Conséquence principale de cette crise. Elle génère d'immenses disparités économiques et donc des mouvements de population, depuis les campagnes et régions minières jusqu'aux zones urbaines, dont les populations explosent au tournant des années 1950 et 1960. Prenons l'exemple de la capitale, Santiago. On passe de 952 075 habitants en 1940 à 1 907 378 habitants en 1960. Cette situation,
couplée à des espaces non préparés à l'exode rural, a pour effet de développer des zones géographiques marquées par l'omniprésence de la précarité, de la misère, un cas non isolé en Amérique latine. Ainsi, les difficultés économiques, l'absence d'alternative à la puissance impérialiste nord-américaine, largement soutenue par une partie de la population, au Chili comme au sein d'autres sociétés, et la paupérisation croissante de certaines catégories sociales engendrent un mécontentement croissant. S'ouvre la possibilité du succès d'un leader charismatique, prolongement du caudillo, comme alternative aux règles traditionnelles du jeu politique chilien. Et l'élection du général Carlos Ibáñez en 1952 bouleverse définitivement les tendances politiques chiliennes observées depuis les années 1930. La présidence d'Ibáñez vire vite à l'échec, car il fut incapable de créer une synergie de forces politiques multiples autour de son projet. Une nouvelle crise de représentation s'invite, et l'État convoque l'aide nord-américaine pour relancer l'économie nationale avec des mesures drastiques. Par conséquent, la crise alimente une contestation des pouvoirs en place. Dans le même temps, on assiste à la réapparition du Parti communiste réhabilité. Ce bouleversement est à l'image de la fin des années 1950, moment d'une reconfiguration progressive de l'échiquier politique chilien. En 1958, Jorge Alessandri Rodríguez, candidat des conservateurs et libéraux, est élu à la présidence de la République, orientant l'économie chilienne vers un ultralibéralisme empreint d'investissements infrastructurels. Pour autant, ce projet ne sort pas le pays d'un état économique moribond, ni d'une insatisfaction citoyenne grandissante. Les années 1950 se concluent avec cette idée que tout reste à faire pour inspirer un avenir différent au pays, lui-même traversé de dynamiques nouvelles. Patricio Guzmán, une jeunesse au désir créatif. Dans ce contexte jonché d'inertie ainsi que de lente évolution, Patricio Guzmán naît, le 11 août 1941, à Santiago du Chili, au sein d'une famille appartenant à la classe moyenne. Son enfance est marquée par des bouleversements fréquents du quotidien. Il déménage souvent entre la capitale et Viña del Mar, où il étudia au sein du Colegio de los Padres Franceses. Cette expérience façonne une personnalité curieuse, solitaire, marquée par des passions, des fascinations, des blessures, divorce de ses parents, mort d'un camarade emporté par les flots sur les bords du Pacifique. Il découvre progressivement les pouvoirs de l'art, ainsi qu'une passion prononcée pour l'astronomie et l'archéologie à partir de l'adolescence. Il y a peu de sources d'informations sur son enfance, exception faite de quelques écrits ou anecdotes distillés tout au long d'une vie riche en mots, en entretiens et témoignages sur son parcours d'homme et de cinéaste. Sa jeunesse est marquée par une instabilité chronique, autant que par un parcours scolaire chaotique. Je viens d'une famille très nomade et désintégrée. Par conséquent, j'ai fréquenté plusieurs établissements scolaires. Je n'ai pas eu une formation très homogène, contrairement à ce que l'on peut connaître en fréquentant un unique collège ou le même quartier. Cet itinéraire labyrinthique s'est achevé à l'Institut national, où j'ai étudié les sciences humaines. Ensuite j'ai intégré l'Académie Longfellow, qui accueillait des personnes en échec scolaire. L'ambiance y était étrange, presque sinistre. J'ai eu, difficilement, mon baccalauréat. Patricio Guzmán développe dès l'enfance une cinéphilie modeste, influencée par les références hollywoodiennes. Il fait mention de ses premières expériences, plus précisément de sa découverte du format documentaire, minoritaire mais existant dans le circuit cinématographique du Santiago des années 1950. À une époque où la télévision n'avait pas encore droit de citer, ces films avaient une diffusion occasionnelle. Aucune star dedans, ni même acteur ou décor. C'étaient des documentaires que le public attendait dans les salles de cinéma. À cette époque, la télévision n'existait pas au Chili. The Living Desert, Walt Disney, 1953. Le monde du silence, Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle, 1955. Le mystère Picasso, Henri-Georges Clouzot, 1956. L'Amérique insolite, François Reichenbach, 1958, ou encore Europa di Notte, Alessandro Blasetti, 1959, font partie de son panthéon filmique d'adolescents. Des expériences cinématographiques originales, hors du commun, attisent le regard ainsi que la sensibilité d'un être par ailleurs influencé par d'autres œuvres filmiques plus classiques pour l'époque.
les productions nord-américaines étaient majoritaires dans un pays caractérisé par une industrie nationale faible. Le jeune Patricio Guzmán multiplie pratiques et influences culturelles, comme il est commun d'expérimenter à l'adolescence. Littérature, astronomie, attrait immense pour la science-fiction, mais également le dessin. Des murmures créatifs perlent, et le temps entre ses apprentissages et la confirmation cinématographique est celui des premières tentatives artistiques, dans le champ lettré du Santiago de l'extrême fin des années 1950 et du début de la décennie suivante. En effet, les premières œuvres de celui qui est alors étudiant dans la capitale chilienne sont littéraires. Le conte El Primer Premio, les nouvelles Cansancio en la Tierra et Vabi et la nouvelle de science-fiction Ruegos de Verdad. On peut noter son penchant surréaliste dans la manière d'agencer les mots, les images, les métaphores. Il pratique une sorte d'écriture visuelle, sensible et à la recherche d'un essentiel dans la manière de dépeindre l'existence humaine. Ses œuvres obtiennent quelques échos médiatiques, et c'est Ruegos de Verdad qui recueille plus d'attention par la candeur rebelle de son ton. Par sa manière particulière de faire des pages les lieux d'expérimentation multiples. L'idée est de dépasser les normes traditionnelles, pour transcender l'expérience vécue et amener le lecteur à un voyage, avec les mots. Les réalités. Dans le but d'interroger les termes de la condition humaine. Cette manière si particulière d'évoquer la vie, de remettre en question les certitudes humaines et stylistiques, annonce d'autres expérimentations dans les expressions artistiques que Guzmán aspire à partager avec ses contemporains. Il met rapidement en œuvre le projet d'adapter certains de ses écrits au format cinématographique. C'est le début d'un voyage où le 7e art est au centre d'un monde, celui d'un homme vivant son histoire, elle-même entrelacée à la grande histoire qui élargit le cercle de ses références. Notamment avec l'impact de la révolution cubaine. Ici n'importe pas une description précise des différentes caractéristiques qui définissent l'épopée menée par Fidel Castro, mais plutôt les résonances symboliques, mentales, politiques, qu'a occasionné cette révolution dans les sphères internationales. Elle devient vite un objet de curiosité, un exemple à suivre ou une source de crainte selon les points de vue. Son aura est immense, elle génère peur et espoir avec une dimension romantique qui fascine, notamment les jeunes générations. Les révolutionnaires cubains ont l'apparence de ces héros charismatiques, aux longs cheveux et aux barbes saillantes. Ils rompent avec les images classiques des hommes et femmes politiques. Cette force exaltée de la jeunesse crée un nouvel archétype révolutionnaire, suscitant un potentiel d'empathie immense, notamment pour les nouvelles générations du monde entier. D'où cette possibilité d'effet miroir, qui a fortement marqué les esprits au début des années 1960. À l'aube des années 1960, les vents du changement. Le terme nouveau inonde toutes les sphères de la création et de la pensée, sur une période chronologique d'une quinzaine d'années, avec des dynamiques différentes selon les sociétés. Les évolutions du 7e art ne sont en rien isolées de ces évolutions plus globales, en termes de paradigme comme de pratique. Dynamique globale et effervescence latino-américaine. Dès la fin des années 1950, et surtout durant les années 1960, le contexte international est traversé par la montée en puissance progressive d'effervescence critique à l'égard des structures traditionnelles qui régissent de nombreuses sociétés. L'inclusion du corps citoyen aux prises des décisions, aux réflexions sur la société va de pair avec la dialectique révolutionnaire, celle où la figure du peuple est théoriquement au centre d'un modèle de développement humain dit démocratique. Patricio Guzmán appartenait à cette jeunesse avide de nouveautés, nourrie des dynamiques locales autant que globales. À l'échelle internationale, des questionnements traversent tous les socles, toutes les valeurs qui construisaient les réalités sociales. En d'autres termes, on assiste à la montée en puissance du paradigme révolutionnaire, des aspirations à des changements majeurs, sans pour autant automatiquement lier ce terme à la mélodie marxiste. Au sein de ce panorama, plusieurs modèles de société peuplaient les imaginaires, avec leurs caractéristiques novatrices et leurs applications effectives par rapport au paradigme révolutionnaire. Chine maoïste, URSS, courant tiers-mondiste, indépendance des anciennes colonies européennes ou encore Cuba. Les fantasmes d'autres mondes se font alors plus pressants. Des réseaux politiques transnationaux tissent des liens en vertu de cette vision commune de l'avenir. Ils défendent les idées de réforme agraire, d'une inclusion sociale plus franche des catégories marginales de la société,
de meilleures conditions de vie, économie, santé, éducation, lutte contre les violences endémiques, etc. Cette altération des équilibres traditionnels, ces odes au changement profond, dans les sociétés latino-américaines, occasionnent des interventions armées. On peut parler de contre-révolution, influencée et souvent financée par l'idéologie nord-américaine de sécurité nationale, enseignée aux militaires latino-américains, notamment à l'école de Panama. Ainsi, au Brésil 1964, au Pérou 1968, surviennent des coups d'État censés parer à la menace rouge. D'autres mouvements révolutionnaires se définissaient franchement hostiles à l'ordre établi. Dynamique de guérilla, avec une immense influence cubaine, où irradient les théories prônées par Ernesto Guevara et ses compagnons de route. Il en résulte des échecs, liés à l'interventionnisme états-unien autant qu'à des manques organisationnels humains et de cohésion au sein de ces mouvements, au Guatemala, au Mexique, au Venezuela, en Colombie, au Pérou, en Bolivie. Sans faire cesser les tremblements populaires et les espoirs de liberté. Au Chili, une révolution contrôlée. C'est tout naturellement que le Chili devient progressivement un des théâtres de la montée en puissance du paradigme révolutionnaire. Ingrid Seguel-Bocara utilise la formule « l'entrée en scène du peuple » dans l'espace des débats nationaux. Cette entité devient le centre de toutes les attentions, de toutes les formulations à partir du début des années 1960. On observe dès lors une polarisation effective plus radicale et plus excluante qu'auparavant. La montée en puissance de la démocratie chrétienne, confirmée par la victoire d'Eduardo Frei aux élections présidentielles de 1964, entérine la force nouvelle de la notion révolutionnaire, entendue dans une dialectique non marxiste et des débats concernant la question sociale. L'époque est à la contestation. Prenons l'exemple états-unien. La puissance impérialiste n'est pas un bloc monolithique où tous les citoyens pensent et agissent de la même manière. Elle témoigne de la diversité des aspirations pour construire un modèle social équilibré, en remettant en question les cadres traditionnels. Citons notamment l'ampleur des oppositions que livrent à l'État les différents mouvements appartenant à la contre-culture des années 1960, le mouvement des droits civiques, les Black Panthers, Bob Dylan et ses émules, les faisceaux divers et variés s'opposant à la guerre du Vietnam, etc. Ces vagues contestataires ont des influences notables, particulièrement en Amérique latine. Le Moment 68 a lieu une année auparavant au pays de Pablo Neruda. Au fur et à mesure du mandat d'Eduardo Frei se développe un sentiment d'impatience exacerbé chez de nombreuses catégories sociales, qui estiment que les applications du projet de la démocratie chrétienne ne respectent pas les promesses entrevues. Un fossé se creuse peu à peu entre projets politiques et applications pratiques. Les espoirs frustrés, nombreux, provoquèrent des aspirations plus radicales, se heurtant à une puissance étatique incapable de répondre efficacement à ces volontés. Si certains pans de la population chilienne étaient favorables à des changements radicaux dans les cadres et hiérarchies qui structuraient la société, d'autres catégories sociales vivaient avec inquiétude ces dynamiques. En effet, la notion de justice sociale, couplée à un climat révolutionnaire, dans la liberté certes, mais révolutionnaire tout de même, avec toutes les représentations que ce terme pouvait impliquer au sein des imaginaires, bouleversait les équilibres jusque-là en vigueur au sein de la société chilienne. Les élites traditionnelles radicalisèrent progressivement leurs craintes et leurs oppositions par rapport à un climat propice à l'effondrement progressif de leur place au sein des hiérarchies politiques, économiques, sociales et culturelles. Art et société, résistance, ébullition, libération. L'art embrasse les contextes humains contemporains, au fur et à mesure du XXe siècle, embrasant ainsi les traditions anciennes pour venir au monde moderne. Dès le XIXe siècle s'observent ces tendances, à l'échelle de quelques-uns et de mouvements artistiques ciblés. Ainsi, le siècle de Pablo Picasso sera celui de la montée en puissance de l'art contextuel. L'artiste, soucieux de participer à une remise en question des traditions, des normes, place son essence subversive au sein des sphères de révolte face au monde tel qu'il lui apparaît, suggérant ainsi une nouvelle ère culturelle. Esthétique de la révolte. Si le classicisme se définit par la domination des passions, son époque est celle dont l'art met en forme et en formule les passions des contemporains. Aujourd'hui où les passions collectives ont pris le pas sur les passions individuelles,
ce n'est plus l'amour qu'il s'agit de dominer par l'art, mais la politique, dans son sens le plus pur. Les frontières, l'essence de l'art s'aiguisent, s'étendent et questionnent les normes, les méthodes transformées en habitudes durant le XXe siècle. Au-delà de la recherche traditionnelle du beau, certaines préoccupations s'orientent vers un questionnement des rapports entre l'art et la société, somme des réalités quotidiennes vécues par la multitude des êtres. L'art a vocation à être un support pour sublimer le réel, l'existence. Il a pour essence de libérer l'être, en se libérant lui-même des pesanteurs sociales. L'artiste a un rôle à jouer, de par sa vision unique de la réalité qu'il peut viser à transcender, apprivoiser, questionner, avec ses désirs participatifs, pour briser l'isolement des tours d'ivoire ou des mondes en marge, obnubilés par l'unique quête du beau, résumée par la formule « l'art pour l'art ». Ces bouleversements des traditions se parent de logiques mercantiles, affrontant l'élitisme des arts grâce à un accès élargi au contenu culturel, guidés par le paradigme de la consommation de masse, écran de fumée par rapport aux réalités sociales. Au plus le modèle capitaliste étend son aura dans le monde, au plus l'art devient une marchandise dédiée à des publics de masse. Le phénomène d'absorption de l'essence artistique n'induit pas la domestication des pouvoirs de l'œuvre d'art. Son potentiel critique reste indompté. Malgré le message de souffrance et le discours sur l'absurde qu'il véhicule, l'art contemporain est récupéré, ainsi le théâtre de Beckett. L'art devient décoratif. L'œuvre est une contradiction sans solution. Même sa récupération ne la rend pas inoffensive car demeure en elle la puissance de la contradiction. Sous l'impulsion de mouvements avant-gardistes, l'art devient un support du réel et de ses altérations, ses détournements. Le présent de l'humanité devient terrain de jeu, que certains courants se permettent d'orienter, mais aussi de désorienter, avec cette croyance presque spirituelle en une essence subversive, bousculant l'inertie. Expressionnisme, fauvisme, dadaïsme, surréalisme, réalisme socialiste, muralisme, futurisme. En ne citant que quelques courants artistiques majeurs du début du XXe siècle, on met en relief la diversité des formes et manières d'envisager cette relation renouvelée entre l'aujourd'hui et les velléités créatives. L'art du début du siècle, fort de ces questionnements, s'autorise d'autres usages, de nouvelles expériences, alors même que les grandes idéologies fleurissent, que les révolutions ouvrent la porte à d'autres visions du monde, par exemple. La révolution bolchevique, la révolution mexicaine, entre autres. Les engagements artistiques se nourrissent des évolutions du monde, avec au premier plan la montée en puissance du marxisme. La montée des périls, qui débute dans les années 1920 avec le fascisme mussolinien, oriente les arts dans un sens de propagande, d'imposition brutale des valeurs du pouvoir. Contraignant certaines nuits aux lumières créatives, malgré des remises en cause de cet état de fait, par exemple. Guernica, de Pablo Picasso, le film The Great Dictator de Charlie Chaplin réalisé en 1940. Jusqu'au second conflit mondial, moment de drame et de recul des prétentions artistiques au profit des engagements sur le terrain, mais aussi de la complaisance, de l'inaction envers la barbarie. Les moyens techniques et économiques sont mis au service de l'effort de guerre. Le temps des expérimentations artistiques est suspendu au temps du conflit. Au sortir de cette période noire, en vertu de la reconstruction des sociétés et des âmes, les projets fleurissent pour dépasser la violence quotidienne et envisager des lendemains plus optimistes. Au moment même où, notamment en Europe, on assiste à une poussée manifeste du marxisme et ses applications politiques, grâce au Parti communiste, présent aussi dans d'autres parties du monde, le conflit idéologique se prolonge en conflits artistiques. Dans ce contexte, l'art et ses pratiques sont à nouveau bouleversés par une synergie de dynamique mêlant montée de la question sociale, notion de liberté et de démocratie, idée de l'art comme source d'amélioration de la condition humaine. La création peut être une manière de combler un vide. L'urgence de sortir des carcans et normes établis, pour agir en tant que catalyseur social, se conjugue avec les velléités d'engagement, de militantisme. Ce que traduit l'art qui se réclame du politique, c'est que l'homme est inachevé, qu'il y a beaucoup à transformer pour parvenir aux conditions d'un épanouissement de ses capacités, et quand il remplit son rôle, c'est celui d'un saboteur des représentations dominantes et d'un attiseur du désir d'autres horizons. Vient alors le temps du nouveau, terme utilisé pour définir toutes sortes d'évolutions, révolutions, artistiques par rapport aux pratiques, discours, esthétiques caressés jusqu'ici.
Une redéfinition de la condition artistique bouscule les rapports au monde, occasionnant ainsi des changements dans les formes et fonds. Radicalisation, prétention révolutionnaire, couplée ou non à l'idéologie marxiste et ses adaptations culturelles et artistiques. La réalité est fertile en dynamiques nouvelles. Les arts, reflets du monde, prétendent aux mêmes ambitions pour donner du sens à l'existence. Et le théâtre des années 1960 en est riche d'incarnations. En termes cinématographiques, les querelles historiques, propres au début du médium, entre fidélité au réel et fiction prirent de l'ampleur avec la montée en puissance du réalisme socialiste, à l'œuvre dès les années 1920 en URSS. Pour ce qui est du documentaire, après les voyages et leurs perspectives pédagogiques, où l'esprit colonial pouvait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.